Personne sur le polygone ne s'attend à ce qui va se produire. À 1000 mètres, une panthère capturée, réputée invulnérable de face, attend l'impact. Le tir part. Une fraction de seconde plus tard, le blindage frontal éclate. L'obus traverse tout le char et ressort à l'arrière. Pas de ricochet, pas de ralentissement. Juste un trou net, propre. Impossible. Les ingénieurs britanniques comprennent immédiatement ce que cela signifie. Ils viennent de créer une arme capable de détruire n'importe quel char allemand. Et dans le même instant, une autre vérité s'impose à eux. Cette machine arrive trop tard. Pour comprendre pourquoi le Royaume-Uni en est arrivé à concevoir un engin aussi extrême, il faut revenir à une époque où la survie même du pays semblait compromise. L'été 40 bouleverse tout. En quelques semaines, la France s'effondre. Le corps expéditionnaire britannique évacue Dunkerque dans la précipitation, abandonnant sur les plages une immense quantité de matériel. Chars, camions, canons restent sur le sable comme des carcasses inutiles. Pour Londres, le choc est total. L'armée a survécu, mais elle a perdu l'essentiel de ses moyens lourds. Dans le ciel, la situation est tout aussi inquiétante. Les bombardiers allemands frappent les villes britanniques nuit après nuit. Londres brûle, Coventry est ravagé. Les sirènes deviennent un son familier. Pour la première fois depuis des siècles, l'idée d'une invasion de l'île n'a plus rien de théorique. Dans les bureaux du War Office, les cartes sont couvertes de flèches pointant vers les côtes britanniques. Pourtant, au milieu de cette urgence, les planificateurs militaires pensent déjà plus loin. Repousser un débarquement est une nécessité immédiate. Gagner la guerre est un objectif stratégique. Et pour la gagner, il faudra un jour retourner sur le continent, traverser l'Europe et frapper l'Allemagne sur son propre sol. C'est là qu'apparaît le véritable problème. Entre les forces alliées et le cœur industriel allemand se dresse une barrière que les états-majors redoutent plus que tout autre, la ligne Siegfried. Des centaines de kilomètres de fortifications, de bunkers en béton armé, de fossés anti-chars et de champs de mines. Une défense pensée pour user l'ennemi, le ralentir, le saigner avant même qu'il n'approche des villes allemandes. Pour les officiers britanniques, une chose est évidente. Les chars existants ne sont pas conçus pour affronter ce genre d'obstacles. Les canons standards sont efficaces contre des blindés, mais presque impuissants face à des murs de béton épais de plusieurs mètres. Le blindage des chars moyens ne tiendrait pas longtemps sous le feu des pièces anti-chars dissimulées dans des casemates. Une attaque frontale classique se transformerait en massacre. Il faut donc repenser totalement l'approche. Peu à peu, une idée radicale s'impose. Ce qu'il faut, ce n'est pas un char rapide, ni un engin polyvalent. C'est une machine d'assaut lourde, lente, méthodique. Un véhicule capable d'avancer sous le feu, d'encaisser les impacts directs et de réduire les fortifications une par une. La vitesse devient secondaire. La protection et la puissance de feu prennent le dessus sur tout le reste. Les premières réponses à ce besoin sont imparfaites. Le projet TOG, conçu par des ingénieurs vétérans des premiers chars de la Grande Guerre, repose sur des concepts anciens. Châssis allongé, capacité de franchissement maximale, transmission électrique audacieuse pour son époque. Sur le papier, l'idée est séduisante. Dans la réalité, les prototypes accumulent les problèmes techniques. La complexité mécanique devient un frein et le projet avance lentement. Trop lentement pour une guerre qui évolue chaque mois. D'autres tentatives suivent. Le A-38 Valiant cherche à concentrer un maximum de blindage sur un minimum de masse en réduisant drastiquement le volume interne. Le résultat est catastrophique. L'équipage est comprimé dans un espace exigu, la fiabilité est désastreuse et lors des essais, la machine tombe en panne après une distance dérisoire. Pire encore, la position du conducteur est si inconfortable qu'elle devient dangereuse. L'expérience est un échec retentissant. Même la coopération avec les États-Unis ne débouche pas immédiatement sur une solution. Le projet T-14 promet beaucoup avec son blindage massif et sa conception moderne, mais les retards s'accumulent. Lorsque les premiers exemplaires arrivent enfin en Grande-Bretagne, la situation stratégique a déjà changé. Le temps, encore une fois, joue contre les ingénieurs. Pendant ce temps,
dans les bureaux et les ateliers de Nuffield Mechanization and Aero, le travail continue sans relâche. En avril 1943, un nouveau mémorandum officiel est publié. Cette fois, il ne s'agit plus de bricoler des solutions temporaires. Le document appelle clairement à la création d'un nouveau type de char d'assaut. Les exigences sont volontairement larges, blindage extrêmement épais, canon d'une puissance inédite, capacité à franchir des obstacles lourds. Peu de chiffres précis. Une seule certitude, la machine devra surpasser tout ce qui a été conçu jusque-là. Commence alors une période de conception frénétique. En quelques mois, les ingénieurs proposent projet après projet. À chaque présentation, les exigences changent. Plus de blindage, un autre canon, une disposition différente. Et à chaque itération, la masse augmente. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera l'assaut de la ligne Siegfried, alors on prévoit le pire dans tous les domaines. Plus de béton à percer, plus de feu à encaisser, plus d'obstacles à franchir. À mesure que les chiffres grimpent, une évidence se dessine. Ce futur char ne ressemblera à aucun autre. Il ne sera ni élégant, ni rapide. Il sera massif, brutal, presque archaïque dans sa philosophie. Une forteresse mobile pensée pour un seul rôle, avancer droit devant et détruire ce qui se trouve sur son chemin. Sans encore le savoir, les ingénieurs britanniques sont en train de donner naissance à une machine qui marquera l'histoire. Une machine capable de traverser une panthère de part en part. Une machine conçue pour une guerre qui, déjà, commence à lui échapper. À partir du moment où le projet reçoit un cadre officiel, la logique change brutalement. Il ne s'agit plus d'améliorer un char existant, ni de corriger les erreurs des prototypes précédents. Les ingénieurs comprennent qu'ils doivent rompre avec les solutions classiques. La question centrale n'est plus comment rendre un char plus efficace, mais comment créer une machine capable de survivre là où tout autre serait détruite en quelques minutes. Très vite, une décision radicale s'impose. La tourelle doit disparaître. Pour un char classique, la tourelle est à la fois un avantage tactique et une faiblesse structurelle. Elle offre de la flexibilité, mais impose un anneau de tourelle, une zone vulnérable impossible à protéger avec un blindage extrême. En abandonnant cette architecture, les concepteurs peuvent enfin épaissir la protection frontale sans compromis. Le futur A39 adopte donc une casemate massive, fixe, intégrée au châssis. Cette solution permet de concentrer des épaisseurs de blindage jamais vues sur un char britannique. À l'avant, la protection atteint des valeurs qui semblent irréalistes même pour les standards de la guerre. Les ingénieurs savent que cette masse d'acier rendra la machine lente, mais ils acceptent ce sacrifice sans hésiter. Ce char n'est pas conçu pour manœuvrer, mais pour encaisser. Chaque plaque est pensée comme faisant partie d'un seul ensemble cohérent. Il ne s'agit pas d'un empilement de plaques rapportées, mais d'une véritable cloche d'acier moulée, destinée à protéger l'équipage contre des tirs directs à courte distance. Dans l'esprit des concepteurs, le char doit pouvoir s'approcher d'un bunker sous le feu ennemi sans se soucier des impacts. Mais un blindage extrême n'a de sens que s'il est associé à une arme capable de justifier un tel investissement. Le choix du canon devient alors un enjeu crucial. Les pièces existantes, même performantes contre des chars, ne répondent pas au besoin principal, détruire des fortifications en béton armé. Il faut une puissance de frappe bien supérieure. Les Britanniques se tournent vers une pièce lourde issue de l'artillerie antiaérienne. Le canon de 32 livres est retenu après de longues discussions. À l'origine, cette arme est destinée à remplacer un canon anti-char déjà redoutable, mais jugé insuffisant contre des ouvrages fortifiés. Modifiée pour un usage terrestre, elle devient le cœur du projet. Le projectile est massif, le chargement est séparé, et la cadence de tir reste volontairement limitée. Ce n'est pas un défaut, mais un choix assumé. Chaque coup doit compter. Chaque obus est pensé comme un coup de masse capable de pulvériser une embrasure, de fissurer un mur ou de réduire un plan d'appui au silence en une seule frappe précise. L'installation du canon impose une autre contrainte majeure, la taille de l'équipage. Là où un char classique peut fonctionner avec 4 ou 5 hommes, l'A39 en nécessite 7. 2 conducteurs sont affectés à la conduite et à l'assistance,
car manœuvrer une masse de près de 80 tonnes exige une attention constante. Un commandant supervise l'ensemble et coordonne les actions. Un tireur se consacre exclusivement au pointage, tandis que 2 chargeurs manipulent les lourds éléments de munitions. Un dernier membre d'équipage est dédié aux armes secondaires. Cette organisation interne transforme l'intérieur du char en véritable poste de travail collectif. Chacun a une tâche précise, sans marge pour l'improvisation. Dans un assaut frontal contre une position fortifiée, la coordination devient vitale. Une erreur, un retard dans le chargement ou une mauvaise communication peut coûter cher, même avec un blindage extrême. Pour propulser ce colosse, les ingénieurs n'ont pas le luxe de multiplier les options. Ils choisissent un moteur déjà éprouvé, issu de l'aviation, adapté aux besoins des blindés. Ce moteur a déjà fait ses preuves sur des chars plus légers, où il offre des performances remarquables. Sur l'A-39, il est clair qu'il ne permettra jamais une grande vitesse, mais il garantit une fiabilité indispensable pour une machine aussi lourde. Très vite, les calculs révèlent l'ampleur du compromis. La puissance disponible doit déplacer une masse qui dépasse largement celle des chars existants. Les accélérations sont lentes, la vitesse maximale limitée, et la moindre pente devient un défi. Pourtant, là encore, les concepteurs acceptent ces limites. Dans leur esprit, ce char ne doit pas courir vers l'ennemi, mais avancer inexorablement. La question de la logistique apparaît alors comme un problème presque aussi important que la conception elle-même. Transporter une telle machine vers le front, franchir des ponts, parcourir de longues distances, tout devient complexe. Les ingénieurs et les militaires savent que l'A-39 ne pourra pas être employé comme un char ordinaire. Il devra être engagé de manière ciblée, sur des axes soigneusement préparés. Malgré ces difficultés, le projet avance. Les maquettes laissent place au plan définitif. Les ateliers commencent à produire les premiers éléments. À ce stade, personne ne doute encore de la nécessité de cette machine. La ligne Siegfried reste dans tous les esprits comme un mur infranchissable, et l'A-39 est perçu comme la clé capable d'ouvrir cette porte. Pour les ingénieurs, il ne s'agit plus seulement de répondre à une demande militaire, mais de prouver qu'ils peuvent concevoir l'engin d'assaut ultime. Chaque compromis accepté, chaque excès assumé, rapproche le projet de son objectif. Lentement, méthodiquement, le A-39 Tortoise prend forme. Sans que personne ne le réalise pleinement, le char est déjà prisonnier de son époque. Pensé pour une guerre de forteresses et de lignes fixes, il avance dans un monde où le rythme du conflit commence à s'accélérer. Mais pour l'instant, cela importe peu. Sur les plans et dans les ateliers, l'A-39 n'est pas encore un symbole de retard. Il est l'espoir d'une percée décisive. Lorsque les premiers exemplaires quittent enfin les ateliers, l'enthousiasme laisse place à une forme de tension silencieuse. Sur le papier, l'A-39 Tortoise est une réponse parfaite à un problème stratégique précis. Sur le terrain d'essai, il devient une réalité mécanique, soumise aux lois implacables du poids, de la friction et de la fatigue des matériaux. À partir de cet instant, chaque kilomètre parcouru et chaque coup tiré doivent confirmer ou démentir des années de calcul. Les essais commencent loin du front, sur des terrains choisis pour pousser la machine à ses limites. Dès les premiers déplacements, une évidence s'impose. Le Tortoise ne se comporte comme aucun autre char britannique. Son démarrage est lent, presque solennel. La masse met du temps à s'ébranler, comme si l'acier lui-même hésitait à quitter le sol. Mais une fois lancé, le char avance avec une stabilité impressionnante. Les irrégularités du terrain sont écrasées plutôt que franchies. Les ingénieurs observent chaque détail. La transmission supporte des contraintes énormes, mais elle répond. Les suspensions travaillent sans relâche, encaissant un poids pour lequel peu de systèmes ont été conçus. Les larges chenilles répartissent la charge de manière efficace, limitant l'enfoncement dans les sols meubles, mais elles laissent derrière elles des traces profondes, parfois irréversibles. La vitesse maximale atteinte sur terrain préparé reste modeste. Sur route, le Tortoise avance à un rythme qui ferait sourire les équipages de chars plus légers. Hors des axes aménagés, la progression devient encore plus prudente. Les écrans latéraux, destinés à protéger la suspension et les flancs, descendent très bas.
Il constitue une protection précieuse, mais aussi un risque permanent d'accrochage. Un obstacle mal évalué peut immobiliser la machine en la laissant suspendue, incapable de se dégager seule. Les tests de franchissement révèlent rapidement les limites du concept. Les fossés anti-chars larges posent un problème sérieux. Là où les ingénieurs avaient imaginé un passage assuré grâce à la longueur du châssis, la réalité montre que l'angle d'attaque et la garde au sol réduite compliquent les manœuvres. Chaque tentative nécessite une préparation minutieuse du terrain. Le Tortoise n'improvise rien. À l'intérieur, la vie de l'équipage est tout aussi exigeante. 7 hommes évoluent dans un espace dominé par la masse du canon et de ses mécanismes. La coordination est constante. Les chargeurs manipulent des éléments lourds dans un environnement étroit, où la moindre erreur de synchronisation ralentit le tir. Le tireur, concentré sur sa cible, doit composer avec une arme puissante mais exigeante, dont chaque coup génère une onde de choc perceptible dans toute la casemate. La ventilation devient rapidement un sujet d'attention majeur. Après quelques tirs, l'air se charge de gaz et de chaleur. Les systèmes d'extraction fonctionnent, mais leur efficacité est mise à l'épreuve lors des séquences de tirs prolongés. Les ingénieurs notent chaque observation, conscients que la survie de l'équipage dépend autant de ces détails que de l'épaisseur du blindage. C'est lors des essais de tir que le A-39 révèle pleinement sa raison d'être. Les cibles choisies ne sont pas des silhouettes abstraites, mais des structures réelles. Murs de béton armés, blocs massifs, ouvrages conçus pour résister à l'artillerie classique. À chaque impact, les résultats sont spectaculaires. Le béton se fissure, s'effondre, explose en fragments projetés à plusieurs mètres. Là où d'autres canons exigeraient des salves répétées, un seul tir suffit souvent à neutraliser la cible. La précision surprend même les observateurs les plus expérimentés. À longue distance, le canon permet de viser des points précis, des ouvertures, des zones fragiles. Cette capacité transforme le Tortoise en une plateforme de destruction méthodique, capable de réduire une position fortifiée sans s'exposer inutilement. Mais ces performances ont un coût. Le recul du canon impose des contraintes considérables à la structure. Chaque tir transmet une énergie colossale à la caisse. Les ingénieurs inspectent régulièrement les soudures, les fixations, les supports internes. Rien ne doit céder. Jusqu'à présent, la conception tient bon, mais la marge de sécurité reste un sujet de préoccupation constant. La question de l'autonomie apparaît alors de manière plus aiguë. Le moteur, sollicité en permanence pour déplacer une masse extrême, consomme du carburant à un rythme alarmant. Les chiffres relevés lors des essais inquiètent les logisticiens. Sur de longues distances, le Tortoise dépendrait entièrement d'un soutien continu. Sans ravitaillement fréquent, il deviendrait rapidement immobile. Le transport stratégique s'impose comme un casse-tête. Les routes souffrent sous le passage du char. Les ponts standards ne sont pas conçus pour supporter une telle charge. Les solutions envisagées sont lourdes, complexes et exigent du temps. Chaque déploiement du Tortoise devrait être planifié comme une opération à part entière, avec des moyens dédiés. Malgré tout, à ce stade, l'état-major reste convaincu de l'utilité du projet. Les essais confirment que le A-39 peut accomplir ce pourquoi il a été conçu. Dans l'hypothèse d'un affrontement direct contre des lignes fortifiées, peu de machines offriraient un tel niveau de protection et de puissance. Pourtant, en arrière-plan, le contexte stratégique évolue. Les informations venues du front montrent une guerre de plus en plus mobile, marquée par des percées rapides et une exploitation agressive du terrain. Les fortifications statiques perdent progressivement leur rôle central. Le Tortoise, lui, continue ses essais, imperturbable, comme s'il appartenait déjà à une autre temporalité. À ce moment précis, personne n'ose encore poser la question essentielle. Non pas celle de savoir si le A-39 fonctionne, mais celle de savoir s'il sera réellement utilisé. La machine avance, tire, résiste. Mais la guerre, elle, avance dans une autre direction. Lorsque l'ordre arrive de confronter le A-39 Tortoise à un véritable char ennemi, l'atmosphère change immédiatement. Jusqu'ici, la machine a affronté du béton, de l'acier inerte, des cibles immobiles. Cette fois, il s'agit d'un symbole. Une panthère capturée, intacte, choisie précisément parce qu'elle incarne ce que les blindés allemands ont produit de plus redouté sur le champ de bataille. Ce test n'est pas seulement technique,
il est psychologique. Le choix de la distance n'est pas anodin. 1000 mètres. Une portée où de nombreux équipages estiment encore pouvoir manœuvrer en sécurité. Les équipes préparent le tir avec un soin méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. L'angle, l'alignement, la stabilité du châssis. Le canon est chargé lentement. Les gestes sont précis, presque cérémoniels. Dans la casemate, chacun sait que le résultat sera observé et interprété bien au-delà du polygone. Lorsque le coup part, le choc est immédiat. L'impact ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant. La plaque frontale de la Panthère cède sans résister. L'obus traverse l'intérieur du char, déchire les structures internes, ressort par l'arrière. Il n'y a pas de doute, pas de discussion possible. La machine britannique vient de prouver qu'elle peut neutraliser sans difficulté l'un des chars les mieux protégés du conflit. Les observateurs restent silencieux. Ce silence n'est pas de l'incrédulité, mais une prise de conscience brutale. Le canon, conçu avant tout pour pulvériser des fortifications, se révèle capable de détruire un char ennemi à des distances considérées comme sûres. Plus encore, la précision du tir ouvre des perspectives inquiétantes. Ce n'est pas une arme aveugle, c'est un instrument capable de viser des points précis, d'anéantir une cible avec une efficacité chirurgicale. Pour les ingénieurs, c'est une victoire totale. Les calculs sont validés. Les choix audacieux, parfois contestés, trouvent enfin leur justification. Le A-39 n'est pas seulement un concept extrême, il fonctionne exactement comme prévu. Mieux encore, il dépasse les attentes dans certains domaines. Mais cette réussite technique soulève immédiatement une question dérangeante. Contre qui cette machine va-t-elle combattre? À quel moment précis de la guerre pourra-t-elle être engagée? Les rapports en provenance du continent décrivent une situation en évolution rapide. Les forces alliées avancent, exploitent des brèches, contournent des positions plutôt que de les attaquer frontalement. La ligne Siegfried, objectif initial de tant d'efforts, apparaît sous un jour différent. Des reconnaissances montrent que de nombreuses positions sont sous-équipées, parfois abandonnées. Les ouvrages existent toujours, mais leur valeur militaire n'est plus celle que l'on redoutait quelques années plus tôt. L'aviation alliée domine le ciel. L'artillerie lourde écrase les points d'appui. Les assauts combinés rendent obsolètes certaines conceptions héritées d'une guerre plus statique. Dans ce contexte, le rôle prévu pour le Tortoise se réduit progressivement. La machine est parfaitement adaptée à un scénario précis, mais ce scénario s'efface. Les états-majors doivent admettre une réalité inconfortable. La guerre ne se gagne plus en avançant lentement contre des murs de béton. Elle se gagne par la mobilité, la coordination et la vitesse d'exploitation. Pourtant, le projet ne s'arrête pas immédiatement. En décembre 1944, une commande est passée pour une série limitée de véhicules. Il ne s'agit plus de produire en masse, mais de disposer d'exemplaires capables d'être évalués dans des conditions proches du réel. Les délais sont fixés, mais chacun comprend qu'ils sont déjà décalés par rapport au rythme du conflit. Les mois suivants confirment ce malaise. Les premières machines sont achevées alors que la situation en Europe bascule définitivement. Les forces alliées franchissent des fleuves, percent des lignes successives, avancent plus vite que les planificateurs ne l'avaient imaginé. Les rapports qui arrivent au War Office parlent de progression, pas de stagnation. De percée, pas de siège prolongé. Dans les centres d'essai, le Tortoise continue pourtant de remplir son rôle. Il est soumis à des tirs répétés, à des essais de résistance, à des évaluations de fatigue. Chaque donnée est précieuse. Même si la machine ne combattra peut-être jamais, elle représente un concentré d'expérience unique. Les ingénieurs observent comment les structures encaissent les chocs, comment le moteur réagit sous une charge extrême, comment les systèmes internes vieillissent. Peu à peu, la finalité du projet glisse. Ce qui devait être une arme décisive devient un laboratoire roulant. Les solutions développées pour le A-39 nourrissent déjà d'autres programmes. Les enseignements tirés de ces excès servent à définir ce qu'il ne faudra plus refaire, mais aussi ce qu'il faudra conserver. À ce stade, la machine n'est ni un échec, ni un succès au sens classique. Elle est trop performante pour être ignorée, trop spécifique pour être généralisée. Les officiers qui l'observent comprennent qu'ils ont devant eux une arme née d'une peur ancienne, d'une vision du conflit qui n'existe plus vraiment.
Le A-39 Tortuose est prêt. Son canon a prouvé sa capacité à transpercer les blindages les plus redoutés. Son blindage peut encaisser des coups directs à des distances dérisoires. Tout est en place. Tout, sauf l'ennemi pour lequel il a été conçu. Après la fin des combats en Europe, le A-39 Tortuose se retrouve dans une situation étrange. Il n'a jamais tiré un coup en colère, jamais avancé sous le feu réel, jamais rempli la mission pour laquelle il a été conçu. Pourtant, il n'est pas relégué immédiatement dans l'oubli. Pour les ingénieurs britanniques, ces machines représentent une mine d'informations trop précieuse pour être abandonnées. Les essais reprennent sous une autre forme. Désormais, il ne s'agit plus de préparer un engagement opérationnel, mais de pousser le char jusqu'à ses limites mécaniques. Les moteurs sont sollicités pendant de longues périodes, parfois bien au-delà des conditions normales d'utilisation. Les transmissions sont mises à l'épreuve sur des pentes prolongées. Les suspensions encaissent des charges répétées jusqu'à révéler les premiers signes de fatigue. Chaque anomalie est notée, analysée, disséquée. Le canon reste au centre de l'attention. Les ingénieurs cherchent à comprendre comment une arme aussi puissante affecte la structure sur le long terme. Les vibrations, les contraintes internes, l'usure des supports deviennent des sujets d'étude prioritaires. À chaque tir, des équipes inspectent la casemate, mesurent les déformations invisibles à l'œil nu, évaluent les marges de sécurité. Le A-39 devient un banc d'essai mobile, conçu pour encaisser ce que d'autres véhicules ne survivraient pas à subir. Parallèlement, l'évolution du contexte militaire accélère la perte de pertinence du concept. Les doctrines changent rapidement. La guerre de demain ne sera pas celle des lignes fortifiées interminables. Elle sera marquée par des mouvements rapides, des frappes concentrées, une coordination étroite entre forces terrestres et aériennes. Les chars lourds d'assaut, lents et spécialisés, n'ont plus leur place dans cette vision. Le A-39, avec ses besoins logistiques énormes et ses contraintes de déploiement, incarne désormais ce que les planificateurs veulent éviter. Trop lourd pour de nombreux ponts, trop encombrant pour les infrastructures existantes, trop dépendant d'un soutien constant. Même ces qualités deviennent des défauts dans un monde qui valorise la flexibilité. Progressivement, les décisions tombent. La production en série est abandonnée sans appel. Les exemplaires construits ne rejoindront jamais des unités de combat. Certains sont utilisés comme cibles pour tester de nouvelles armes anti-chars. Leur blindage massif offre une occasion idéale d'évaluer l'efficacité de munitions en développement. Chaque impact raconte une histoire différente, révélant comment l'acier réagit face à des technologies plus modernes. D'autres machines sont démontées. Leurs composants sont récupérés, réutilisés, étudiés. Les moteurs, les éléments de transmission, les systèmes internes trouvent parfois une seconde vie sous une autre forme. Rien n'est gaspillé. Même un projet jugé obsolète peut encore nourrir l'avenir. Ainsi, le A-39 Tortuose disparaît peu à peu, non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans un silence administratif et technique. Il n'est ni célébré comme une victoire, ni dénoncé comme une erreur. Il reste un produit de son époque, né d'une peur bien réelle et d'une anticipation qui s'est révélée incorrecte. Ce char n'a jamais été inutile par manque de qualité. Il a été inutile parce que la guerre a changé plus vite que lui. Son blindage était trop épais pour un ennemi qui ne l'attendait plus. Son canon était trop puissant pour des fortifications déjà contournées. Sa lenteur était acceptable dans un monde qui n'existait plus. Le A-39 Tortuose laisse derrière lui une leçon brutale. La technologie la plus impressionnante peut devenir superflue si elle arrive au mauvais moment. L'histoire militaire est remplie de machines qui ont échoué parce qu'elles étaient mal conçues. Celle-ci a échoué pour une raison bien plus cruelle. Elle était parfaitement conçue pour une guerre qui s'est terminée sans elle. Si cette histoire t'a captivé, laisse un like, écris un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Dis-moi quelle machine de la Seconde Guerre mondiale tu aimerais découvrir ensuite et continuons ensemble ce voyage dans les choix extrêmes, les paris risqués et les armes nées trop tard.